Eh bien, j'ai le plaisir de vous proposer ce soir l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza, les experts automoto de la bande AJM. Merci de les applaudir bien fort. Merci à notre public présent à l'Arrobase. Mesdames et messieurs, dorénavant, vous le savez, tous les 15 jours, vous pouvez le mardi soir à l'Arrobase dîner avec Orlan, la diva du zouk, nous rejoint dans un petit moment. On peut l'applaudir bien fort. Éléonore Théodose, Andrea Tufano, Vanille Lemouliec, on peut l'applaudir bien fort. Yona Namrit, Jimmy Tomer, vous ne voulez pas les applaudir, hein, ça ne vous avez pas envie. Et Éric Rouget, qu'on reverra le mois prochain. Et si vous aimez les poètes, les Don Juan, les esthètes, vous pourrez dîner avec JM de la bande à JM. Quoi, Léonore, quoi? J'ai pas le droit? Hyper original. Allez, le grand talk show automoto des nouvelles mobilités s'installe à l'Arrobase. Merci au Casino Batelière Plaza et à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous faire confiance. Notre émission ne change pas. Elle persiste et signe dans son concept de recevoir et donc présenter tous les gens qui composent la société martiniquaise. Cette émission est produite par gtmac.fr. Elle est diffusée tous les vendredis soirs à 19h sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur gtmac.fr. Oui, vous pouvez voir Éléonore Théodose tous les soirs en vidéo, même toutes les nuits, même là, passer 24 heures sur 24. Quelle chance de pouvoir me voir en vidéo tous les soirs. Mais c'est trop chelou. Il y a des gens qui le font. Ils m'écrivent. Ils disent, moi, je passe ma vie à regarder Éléonore Théodose. C'est incroyable. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique. Merci à Joe Magazine. Enfin, merci à toute l'équipe de l'Arrobase de proposer ce dîner-spectacle tous les 15 jours avec la bande à JM. Ce soir, justement, JM bosse. Et oui, ça lui arrive de temps en temps. Ah ouais, ça arrive. De temps en temps. De temps en temps, hein, vraiment de temps en temps. Mais de temps en temps, je me lève le matin et j'arrive à ouvrir un œil. Et je reçois ce soir Pline Pyromane. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Il est avec nous. Il est à table avec nous. Il est auteur, compositeur, interprète. Nous parlerons de sa carrière et de ses engagements pour faire avancer notre société sur des thèmes spécialement problématiques en Martinique. On va voir lesquels, bien sûr. Il est connu pour ça. Donc, et il a raison de le faire. On n'a pas le choix aussi. Bonsoir, Pline Pyromane. Bonsoir. Bon, heureux que tu sois avec nous. Tu es un personnage important en Martinique. Merci. On va en parler dans 5 minutes, si tu es d'accord. Okay. Eh bien, dans un moment, nous recevrons, grâce à Vanille Lemouliec, dans cette émission, Anthony Laourna, fondateur de Noula. On parlera donc voiture partagée et donc de covoiturage sur notre île, qui est une très bonne idée. Ça nous recentre un peu sur notre métier, hein, finalement. Et oui, on rappelle qu'on est une émission automoto quand même. Hein. Enfin, Yona Namrit recevra Jérémy Hortensia sur Instagram, Jérémy's Cooking. On parlera de cuisine et de blagues. Un tout autre carburant. Oui, de carburant. C'est bien dit. C'est vrai. C'est bien dit, Yona. Bravo. Elle est bien, cette Yona, hein, franchement. Bien, hein. Ah, moi, je l'aime bien, Yona, moi, franchement. Eh bien, écoute, Yona, je me demande si tu ne vas pas présenter l'émission la semaine prochaine. Tu vois, bah, franchement, je me pose la question. Mais ça sent les vacances pour JM, là, fais gaffe. Non, on te garde. Allez, moi, je vous parle de quelqu'un d'intéressant ce soir, vraiment. Et non pas que nos autres invités ne le soient pas, mais là, il est vraiment intéressant, surtout dans un cadre précis. Surtout que on va essayer de rester éloigné de ce domaine-là, mais il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Pline, tu as été immobilisé près d'1 an à cause d'un accident. Ouais, un accident de moto que j'ai fait à Shell, pas loin d'ici. Voilà, donc finalement, ça t'a permis de travailler un petit peu ton style, ton flow finalement, et puis ta voix, pour naître sur le nom de Pline Pyromane. Parce que tu t'appelais pas Pline Pyromane au départ. Non, je m'appelais Daddy Pline à l'époque. Voilà, ok. Et après mon accident, ça m'a permis de rester 9 mois immobilisé. C'était comme si c'était une renaissance. Donc du coup, ça m'a permis de retravailler mon flow, apprendre à mieux me connaître et apprendre à être aussi doux et aussi hard. C'est-à-dire que parfois on choisit une façon d'être dans la musique, mais moi, je n'ai pas vraiment une façon d'être. Je peux chanter très doux comme je peux chanter très hard. Et pour faire cela, il faut un temps pour pouvoir maîtriser tout ça, quoi. Alors, on va parler un petit peu de ce que tu as fait. Donc, tu sors une compilation Ragasonite en 93. Tu te fais connaître grâce à ton premier hit sur la compil Dancehall Party en 94, Touche pas à ta fille. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait que tu pars sur ces sujets qui sont des sujets hyper sensibles, puisque là, donc, on parle de pédophilie finalement. Ouais, parce qu'à l'époque, j'ai connu une famille, que j'étais très proche de cette famille et que j'avais déjà au départ des soupçons sur cette famille parce qu'en fait, c'était une famille très proche et par rapport à la réaction du père, je me disais qu'il se passait quelque chose. Et quand j'ai essayé de souffler cette idée à l'oreille de ma mère, elle m'a dit « Mais non, c'est pas possible, tout ça. » J'ai dit « Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça. » Et au moins 1 an après, ma mère m'arrivait un jour à 6 h du matin pour me dire que ouais, effectivement, tu avais raison parce qu'il s'était passé quelque chose et qu'on avait arrêté quelqu'un et qu'il avait violé ses 6 filles. Et je me disais qu'il s'était passé 1 an déjà à la base, que j'avais déjà ces soupçons-là. Et je me suis dit non, qu'il y avait trop de filles peut-être isolées dans leur coin qui subissaient ce genre de choses et que personne n'en parlait, qu'il fallait vraiment en parler et que j'ai décidé de prendre cette mission. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je me suis dit, bon, peut-être que je faisais des coups de couteau dans l'eau, comme on dit. Et je me suis rendu compte qu'après, quand il y a eu les réseaux sociaux, j'ai au moins 90 messages de plusieurs filles qui m'ont dit, ouais, j'ai été violée par mon grand-père, par mon père, par mon grand frère, par mon cousin. Et c'est finalement grâce à toi, si j'ai dénoncé, quand j'ai entendu le morceau, ça m'a donné le courage et que j'avais jamais eu l'occasion de te remercier et qu'il s'est passé quelques années avant, parce que je n'arrivais pas à savoir comment te contacter, mais aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux, je suis entré en contact avec toi pour te dire merci. Donc je me suis rendu compte qu'en fait que j'avais pas tort, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ça, il y a plein de personnes qui me disaient qu'il fallait peut-être pas faire ça, ça allait faire la peine aux victimes, ou ça a fait le sens contraire, quoi, en fait. Finalement, elles ont été dénoncées, leur bourreau. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait pas écouter le conseil des gens, en fait. Même si tout le monde voulait aller à gauche, je vais à droite. Et c'est pareil pour les prêtres pédophiles. Quand j'ai fait ce morceau, on m'a dit non, il ne faut pas dire ça. Au final, 10 ans après, tout le monde m'a donné raison aussi. Donc je n'écoute jamais en vrai les gens, je fais ce que j'ai envie de faire, ce que mon esprit me dit de faire. Mais il y a un côté militant alors dans ce que tu es. Mais j'ai toujours été comme ça en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis dit, tout le monde faisait de la musique pour faire danser. Mais moi, je ne voulais pas faire que danser, je voulais faire danser et prendre conscience. C'est-à-dire que tu pouvais danser, mais en entrant chez toi, il fallait que tu réfléchisses aussi, quoi. Et donc, je suis toujours resté dans ce même parcours. Et même si aujourd'hui, les radios me diront « Ouais, tu n'es pas dans le format », parce que pour eux, le format, c'est le sexe, l'alcool et les armes, je resterai toujours dans la même direction. Alors, tu as été l'un des poulains de Don Miguel, l'un des premiers producteurs de reggae dancehall en Martinique. Exact. Donc ça fixe un peu le personnage, parce qu'on est bien dans la dancehall, là. On est bien dans des morceaux qui sont très actuels. Ouais. Et le fait de les associer à des combats très particuliers, comme celui qu'on vient d'évoquer, ça permet de toucher justement la clientèle qui potentiellement peut être victime. Parce que la base du raga même, parce que à l'époque on disait raga, maintenant on dit dancehall, la base même du raga, c'est une manière, c'est un reggae accéléré. Et la base du reggae, on sait que c'est Bob Marley, c'était des messages. Aujourd'hui, les gens se permettent de chanter n'importe quoi sous cette musique, mais à la base, cette musique, c'est une musique engagée. Et en plus de ça, parce que on en discute comme ça entre nous, donc on a l'impression que c'est classique ou je sais pas, peut-être pas commun, mais je veux dire, mais juste pour dire, tu t'offres quand même le luxe de signer chez Sonic Music. Ça, c'est en 96. Ouais, 96. Donc tu as une résonance quand même. Il y a une résonance. Il se passe quelque chose quand même autour de ton univers. Mais c'était plus, parce que pour signer dans les majors, à la base, il faut être commercial. C'est ça. Le morceau qui avait été signé chez Sony, c'était plus un morceau qui parlait de vacances. C'était un petit peu rock'n'roll reggae. Donc c'est facile de se faire signer dans les majors lorsqu'on est commercial. Mais quelqu'un d'engagé comme moi, je suis plus engagé. C'est pas mon truc d'être dans les majors en vrai, puisque les majors nous demandent de faire danser les gens tout le temps et moi je veux faire réfléchir mon peuple. Donc à cette époque j'ai signé le morceau C'est les vacances avec Sony, mais je suis pas trop resté dans ce game-là. Oui, je comprends bien. Ton univers t'aspire. Alors pour rentrer un petit peu dans ton intimité d'artiste, comment ça se passe? Est-ce que c'est le son qui vient à toi? Des producteurs te démarchent? Est-ce que tu écris d'abord les paroles et ensuite tu cherches le son? Dans quel ordre ça va? Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas imaginer. Je n'écris jamais.
D'accord. J'écris pour déclarer mes textes, mais je médite plus, je pense, je réfléchis sur mes morceaux, je dors, je me réveille, je compose une musique et je pose un morceau. Ouais, c'est comme ça que je fais. Voilà, c'est très instinctif. Ouais. Tu sors aussi Roughneck, tu peux nous en parler? Ouais, Roughneck, c'est après mon album avec Dr Charlie, à l'époque, après Réalité, Woman, tout ça, ben, j'ai rencontré une bande d'amis que je connaissais déjà. Il y a un qui faisait partie de mon quartier et un autre que j'ai connu ensuite, et il y a un autre qui sortait de Paris, et on a formé le groupe Roughneck parce que j'aimais bien travailler avec des collectifs, parce que vu que moi je chantais très engagé, et pour chanter et se faire produire et être très engagé, c'est compliqué. Il faut de l'autre côté qu'il y ait des gens qui travaillent un petit peu dans le commercial, comme ça fait la balance, parce que sinon moi je suis plutôt texte engagé que commercial. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis, on a fait le groupe Roughneck et on a fait pas mal d'albums ensemble. Quelle est la part... Tu voulais parler, non? Vas-y. Oui, bah, qui t'écoute, finalement? Il y en a. Vas-y, il y en a. En fait, ce que j'aime avec toi, avec ton univers, c'est vraiment ce bâton de pèlerin, en fait. Tu es vraiment un précurseur en termes de textes engagés. Et tu parlais de quartier, c'est si important parce que j'ai l'impression que tu t'ériges vraiment comme un grand frère de ceux qui arrivent. Parce qu'il y a des choses qui se passent dont on n'a pas conscience, mais toi, tu les mets en lumière. Et tu les mets en lumière avec ton authenticité. Ouais. Alors, tu nous disais, par exemple, avec cette notion de pédophilie que tu avais voulu mettre au grand jour, que c'était quelqu'un qui vivait ça. Mais toi aussi, est-ce que tu as eu à vivre, en tant que jeune du quartier, certaines problématiques, à tendre la main aussi à ces autres jeunes à travers ta musique? Oui, beaucoup, parce que, bon, il y a des jeunes qui vivaient dans des situations que leur mère n'avait pas de quoi leur donner à manger parfois. Et ma mère, c'était comme la mère du quartier. Donc, j'en parlais à ma mère, et des fois, ma mère, si moi je ne pouvais pas, elle les aidait elle-même. Ma mère a eu l'occasion d'élever des enfants de cousines, d'amis, de voisines. Ma mère était comme une mère dans le quartier. C'est cette éducation qu'elle nous a donnée à mon frère, ma soeur et moi. Et c'est pour ça qu'on est toujours attentifs aux autres. On écoute toujours les autres. On essaie toujours d'aider les autres. Donc, c'est dans ma nature. Excuse-moi, Andrea, tu vas poser ta question. Si je peux me permettre. Andrea, 2 secondes juste, mais tu vas poser ta question. C'est toute la puissance du quartier, finalement. C'est-à-dire que dans le quartier s'organise aussi... le quartier s'organise autour parfois du trafic, des trafics, mais ça s'organise aussi autour de gens qui sont représentatifs de ce qu'est la bonté ou l'échange ou l'humanité, tout simplement. Et c'est le cas de ta maman, c'est le cas de ce que tu fais aujourd'hui, finalement. Voilà. Et il faut dire que là où je travaille aujourd'hui, je suis professeur de MAO, je travaille dans un centre culturel, j'ai un studio, et on est en 2023. Et quand j'ai été demandé ce studio, c'était 27 ans avant. Parce que j'ai été demandé ce studio, j'avais 17 ans, à Monsieur Aimé Césaire, parce que dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je retransmette tout ce que je savais. Bon, aujourd'hui, j'entends certains musiciens critiquer, ce sont des anciens, ils ont fait beaucoup de choses. Ils critiquent, ils disent, ouais, la musique, il n'y a rien, les jeunes, ils ne savent rien faire en musique. Mais est-ce qu'ils ont créé des écoles? Est-ce qu'ils ont retransmis? Ils n'ont pas pensé à ça. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas critiquer non plus. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est... Je travaille avec un collègue qu'on appelle David, et ce qu'on fait, on fait de la transmission, on fait de la musique assistée par ordinateur, de la MAO, on donne des cours de chant, des cours d'écriture, et on ne fait pas que ça. On discute beaucoup avec les jeunes pour leur expliquer que la musique, c'est quelque chose qui peut te faire grandir, qui peut t'enrichir, mais qui peut aussi sortir de tes conditions parfois. Ouais, mais qui peut aussi te tuer. Oui. C'est dangereux. La musique peut. Autant où la musique elle est bien, ça peut être super dangereux. Ça dépend du créneau que tu choisis. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute la radio, avant, pour ne pas être un gangster, on faisait de la musique. Aujourd'hui, pour faire de la musique, on aurait dit qu'il faut être un parfait délinquant. Si on ne parle pas de fusil, on ne parle pas de drogue, on ne parle pas de sexe, on ne réussit pas. Et je me dis qu'on a un vrai problème avec les médias. C'est sûr, sûrement. Andrea, tu voulais poser une question? Oui, justement, tu nous disais qu'au travers de tes textes et de ton engagement personnel et politique aussi, en quelque sorte, parce que s'engager, c'est dans tous les cas prendre position aussi publiquement et politiquement,
tu as inspiré toute une génération, mais qui t'a inspiré toi? Mais qui m'a inspiré, comme je dis, j'aimais beaucoup Bob Marley. Bob Marley, c'est le message, mais il y avait aussi, je suis issu d'une famille de musiciens et pratiquement tout le groupe Puissance 8, c'était mes oncles. Et c'est un ancien groupe. C'est un groupe des années 70, par là, même bien avant. Et le groupe Puissance 8, c'était des personnes qui chantaient des musiques très engagées. Et c'était aussi des musiques réalistes, c'est-à-dire qui parlaient de la réalité. Ils ne partaient pas dans des rêves. Ils pouvaient chanter l'histoire du voisin d'à côté. Et c'est exactement ce que je fais. Alors, tout à l'heure, tu vas nous interpréter un titre. Tu peux nous en parler un petit peu? Ce titre, c'est Ouvez Yoga des réalités. C'est à une époque où personne ne pensait que la violence allait vraiment évoluer en Martinique. Je le chantais déjà. Et aujourd'hui, on me dit qu'il est beaucoup plus d'actu qu'avant. Et à l'époque, quand j'ai chanté ce morceau, les gens me disaient de ne pas chanter ça parce qu'on n'était pas aux États-Unis. Et pratiquement aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans une semaine, on peut avoir 2 ou 3 crimes. Dans un mois, on peut avoir 4 crimes. Donc on est en plein dedans. Et souvent, les gens me disent, ouais, t'es un prophète. Je dis non, je suis peut-être pas un prophète, mais en tout cas, ce que je pense et je le dis. Et je le vis. Et tu le vis en plus. Ben oui, tout est là. Hein. Mais vous savez, ce monsieur qui est là, il a l'air de rien comme ça, hein, mais il a participé aux Francopholies de La Rochelle en 98. Oui, Francopholies de La Rochelle. Tu es parti à Montréal. Oui. Pour un festival de reggae. Aussi. On a chanté aussi à New York. T'as été à New York? Oui, on a fait des Francopholies. On a fait pas mal de choses. On a fait plein de choses. On a fait tellement de choses que j'en oublie parce que... Ouais, puis quand on voit la liste des gens avec qui tu as bossé aussi, il y a plein de gens qui sont hyper connus, qui sont dans la dancehall, des phares, on va dire. Ouais, on a fait aussi un album avec les Nègres Marrons, qu'on appelait les Wof Nègres Marrons. Et j'ai travaillé aussi avec mon petit frère Sahel. Et oui. Ouais. Ça, c'est pas des moindres. Ça, c'est toute une époque, ça. Ouais. Toute une époque. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé très tôt. Parce que bon, peut-être que lorsqu'on me regarde, je ne sais pas quel âge on me donne, mais je ne suis pas loin des 50 ans. J'ai bientôt 49 ans. Et j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Ça tourne aussi, hein? Ouais, j'ai commencé en 87. Quelle est la grande cause que tu n'as pas encore, pour laquelle tu n'as pas encore chanté, mais où tu voudrais t'investir, où tu voudrais essayer de te battre aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose là en ce moment qui te travaille? Bon, il y a plein de causes que je n'ai peut-être pas encore chanté, mais qu'en fait que je défends, parce que je ne fais pas que chanter, parce que il n'y a pas que chanter, il y a aussi s'engager, parce que si on fait que chanter, une fois qu'on éteint la télé, on n'existe plus. Moi, je suis coach football, je suis encadrant social, je suis médiateur et je suis aussi un militant. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais dans une école à Saint-Joseph, parce qu'il y a un enfant qui subit de l'harcèlement. Et on l'a vu tourner un petit peu sur les réseaux sociaux, on a vu son appel touchant. Voilà, c'est-à-dire que moi, dimanche, j'étais avec mon frère dans un anniversaire, et pendant que j'étais dans l'anniversaire, il y a une dame qui essayait de me contacter pour me dire, j'ai besoin de vous parler urgemment. Je dis à mon frère, je dois sortir de l'anniversaire parce que je dois aller écouter ce que la dame me dit. Et la dame, elle m'envoie une vidéo, et quand elle m'envoie la vidéo, je vois que sa fille est en train de dire qu'elle va se tuer parce qu'elle se fait harceler à l'école. Oui, on était dimanche. On était dimanche. Incroyable. Donc, non, on était samedi, mais je vais dire qu'on était dimanche parce qu'il était déjà plus de minuit. Dans la nuit. Voilà. C'était dans la nuit, plus de minuit, on était dimanche. Donc, du coup, je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, ah ouais, je voulais faire quelque chose. J'ai dit, bien, ok, demain, 7h du matin, on fait quelque chose. Je ne savais pas ce qu'on allait faire encore, mais j'ai lancé l'appel dimanche dans la journée. Et lundi matin, 6h du matin, j'étais déjà devant le collège. Et je voulais déjà voir les responsables du collège. Au final, personne ne voulait nous recevoir. On est resté de 7h à 10h. Bon, à un moment, il y a 2-3 personnes qui sont venues avec moi. Quand ils ont tapé sur la barrière est tombée. Bon, du coup, la barrière est tombée. Donc, on était déjà à l'intérieur. Finalement, on ne voulait pas nous recevoir, mais il y avait déjà des gendarmes à l'intérieur. J'ai dû négocier avec un gendarme pour lui dire que il y a une fille quand même qui est en danger et ces personnes qui sont en train de se cacher sont quand même les responsables du collège et que ça fait quand même 3 ans que la mère a porté plainte et que rien ne se fait et qu'il faut qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. Depuis, on peut dire quand même que depuis, les autorités ont pris l'affaire aussi en main. Et que, les choses sont en train d'essayer de se régler. Voilà. Ouais, mais la première chose qu'ils ont tenté à faire, c'est de dire à la mère de retirer la vidéo et que dans la journée de lundi, on va se faire passer un circulaire contre l'harcèlement. C'est pas suffisant, ça. Ouais, Moi, je pense qu'à un moment, il faut
vraiment chercher à savoir qui sont les coupables, poser des questions, poser les vraies questions. Et il faut sévir. Parce que lorsqu'on ne sévit pas, on va avec des documents, machin. Lorsqu'on travaille sur le terrain, c'est pas pareil. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. On peut le remercier d'ailleurs, Pline Pyromane, d'être venu dans cette émission. Encore une fois, un exercice pas toujours simple. Et en plus de ça, il va se livrer, puisqu'il va nous chanter donc, son titre, avec un grand plaisir. En attendant, nous, eh bien, on fait une petite pause publicitaire. Eh bien, la chance, c'est ceux qui mangent avec nous ce soir. Ils vont pouvoir écouter Pline tout de suite. Merci à vous. Une petite... Et vous êtes de retour à l'Arrobase, le restaurant qui se situe au Casino Batelière Plaza. Vous êtes avec les experts automoto de la bande AGM qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bravo! On est super content d'avoir reçu Pline, qui vient de chanter pour nous. Exactement. Et surtout, venez nous rejoindre un mardi sur deux, dîner à l'Arrobase avec Orlan, la diva du Zouk, toujours présente. Bravo, Orlan de retour. Elle avait disparu, de retour. Et Léonore Théodos, que l'on applaudit également bien fort. Vanny Lemouliec, Yona Namrit et bien évidemment Jimmy Toomer. On peut l'applaudir bien fort. JM de la bande AGM. Surtout, je sais pas, mais JM de la bande AGM. Bah, surtout JM de la bande AGM, quand même. Un petit et peu. puis, bien sûr, Andrea Tufano. Exactement, on est très content de l'avoir avec nous. Andrea Tufano, que vous pouvez retrouver dans les essais auto de gtmag.fr 2 fois par semaine. Donc, allez voir sur YouTube, gtmag.fr. Exactement, la chaîne vous retrouvez Andrea dans les essais automobiles. Mais surtout, avant qu'on commence, merci à toute l'équipe de l'Arrobase qui nous reçoit ce soir avec eux. Et surtout, merci à nos précieux partenaires, donc Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy Martinique et merci à Joe Magazine. D'ailleurs, il est devant nous, le nouveau Joe Magazine. N'hésitez pas à aller le récupérer dans tous les points de distribution ici sur l'île. Il est magnifique avec beaucoup d'articles. Donc, on en parlera le 5 décembre, on en reparlera un peu plus tard, le 7 décembre exactement, parce qu'on recevra sans doute la personne qui s'occupe du magazine. Et on parlera d'Éléonore Théodos qui écrit dans le magazine en plus. Oui. 3 articles. Je suis une femme pleine de surprises. Oui, 3 articles. 0 faute en plus. J'espère, attends, je vais vérifier. On espère. Allez, on laisse la parole, si vous êtes d'accord, à Vanny Lemouliec qui reçoit ce soir Anthony Laourna, fondateur de Noula. On parle de voitures partagées, je pense, donc, et de covoiturage. Mais tu vas tout nous dire, Vanny. Oui, parce que revenons quand même aux bases. Nous sommes une émission automoto et nous parlons transition énergétique. Donc, voilà, il faut parler bien près de ton micro, Vanny. Nous sommes vraiment dans le sujet ce soir avec Anthony. Bonsoir Anthony, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc on va parler covoiturage parce qu'en effet, Anthony est cofondateur de la première application de covoiturage ultramarine. Donc ça mérite d'être connu, ça mérite d'être mis en place encore plus parce que c'est un vrai sujet du moment. D'actualité, exactement. Donc Anthony, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de cette application Noula, quand est-ce que ça a été créé, comment c'est mis en place, etc. Oui, bien sûr. La genèse de Noula remonte déjà à 3-4 ans. Quand après 25 ans de transport en Martinique dans la route, on a, mon associé et moi, constaté la dégradation de la route et l'impact que ça avait sur notre qualité de vie au quotidien, notamment les embouteillages. Et on s'est demandé qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour résoudre une partie du problème, non pas tout le problème, mais une partie de celui-ci. Sans avoir de grandes décisions politiques ou de gros investissements financiers, on s'est dit on va faire avec l'existant. Il y a des choses qui fonctionnent ailleurs. Le covoiturage, ça fonctionne de plus en plus en Europe, en Amérique du Nord. Donc pourquoi ça ne marcherait pas sur nos îles si on l'adaptait au mode de transport et à la difficulté de nos transports et de nos îles. Complètement, parce que c'est vrai qu'au-delà de la transition énergétique et donc de tout ce qui est pollution, etc. Il y a aussi une autre problématique sur notre île, ce sont les embouteillages, comme tu l'as dit. Donc penser au covoiturage. Oui, c'est important. Piqûre de rappel. C'est important. Après, il faudra regarder quel problème ça pose potentiellement dans la société martiniquaise. Alors oui, c'est ça. C'était ma prochaine question. Est-ce que les Martiniquais sont réceptifs
et sont enclins à se lancer dans le covoiturage justement, ou est-ce qu'il y a encore des réticences? Après, ça demande et ça nécessite un changement de comportement, donc c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. On voit qu'il y a une tendance. De manière générale, le plus gros challenge pour nous aujourd'hui, c'est au niveau des conducteurs. Les piétons, on les voit, ils sont sur la route. Le stop, c'est une tradition que l'on a en Martinique en particulier depuis des années. Moi, je suis allé à l'université comme ça pendant des années en stop. En revanche, aujourd'hui, avec le climat anxiogène, avec la crise sanitaire et tout, c'est des choses qui sont un peu restreintes. Donc, on a besoin de retrouver un peu de sécurité et un peu de confiance. D'où l'idée aussi d'une application qui mette en relation à la fois un conducteur et un piéton. Donc le comportement, oui, il est en train de changer. Il y a beaucoup d'engagements positifs et on remercie pour ça nos premiers utilisateurs depuis longtemps qui nous envoient plein de messages, nous dire enfin, il était temps que ça arrive, etc. Mais il y a encore bien sûr des démarches à prendre au quotidien, comme on l'a vu dans d'autres secteurs liés qui touchaient à l'environnement. Il y a plusieurs choses dont on pourrait parler. La première, c'est qu'il y a déjà une espèce de covoiturage naturel qui existe dans les familles, je dirais, ou entre voisins, par exemple. Ça a toujours été une tradition de partir à plusieurs au travail, par exemple, ou à la Galeria ou ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi difficile pour les femmes par rapport au covoiturage masculin qu'elles pourraient faire, même si je sais que dans ton système, il y a la carte de l'identité qui doit être posée, bien sûr, sur le site, sûrement? Oui, alors la question peut-être derrière sous-jacente, celle de la sécurité de manière générale et du frein psychologique. En gros, c'était ça. Oui, et qui peut être, bien sûr, la sécurité est un frein psychologique. Quand on fait du stop, de manière générale, on choisit de prendre quelqu'un en stop sur l'extérieur. C'est pas la même démarche. Hein. Faire du stop et du covoiturage, c'est pas pareil. Absolument. D'accord. Le stop, par définition, je veux dire, quand on fait du stop, on prend un risque immédiat calculé parce qu'on est pressé, on a besoin de se véhiculer immédiatement. Le covoiturage, c'est autre chose. On le prévoit à l'avance. Généralement, on sait que le lendemain, on va aller à tel endroit, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de choisi, je dirais. Le covoiturage. Oui, alors les sécurités ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, juste une petite. Nula est une application de covoiturage programmée et instantanée. Et aujourd'hui, sur les milliers de trajets que l'on a dans Nula, plus de la moitié sont du covoiturage instantané. C'est-à-dire que c'est des gens qui sortent de la Galeria, comme tu disais, qui ont besoin d'un trajet et qui demandent instantanément un trajet aujourd'hui. Parce que ça correspond plus à nos modes de déplacement tels qu'on les connaît aux Antilles, en Martinique en particulier. Après, pour revenir à la question de la sécurité, oui, c'est l'idée. En créant un compte dans Nula, on a la carte d'identité, on a l'identité de la personne. Et donc, effectivement, le piéton qui demande un trajet connaît l'identité du conducteur, le conducteur connaît l'identité du piéton, ça rassure, ça crée une communauté bienveillante. À la fin du trajet, les deux s'auto-évaluent. Le piéton évalue le conducteur, le conducteur évalue le piéton. Donc ça permet aussi de garder une certaine sécurité, une certaine bienveillance de la communauté. À la façon Uber, un peu. Exactement, façon des étoiles jaunes que l'on connaît sur l'évaluation Amazon ou autre. Et donc, en revenant aux bases du covoiturage, l'État propose également des aides et Nula est un tremplin pour obtenir cette aide, et puisque on est récompensé pour covoiturer. Ouais, là il y a un vrai effet d'aubaine effectivement depuis le 1er janvier 2023 et Nula est éligible depuis quelques semaines. Alors le gouvernement fait la publicité, même si c'est pas une aide publique, mais néanmoins peu importe. Aujourd'hui, chaque personne qui covoiture pour la première fois en tant que conducteur touche 100 € dès son premier trajet. Donc télécharger l'application, il faut se créer un compte, il faut bien sûr rentrer sa carte d'identité, signer une attestation comme qu'on n'a déjà pas bénéficié de cette prime sur une autre plateforme. Ensuite, une fois les validations faites, réaliser un trajet et 100 € sont automatiquement virés sur le compte. Ça me paraît être un bel effet d'aubaine dans cette période de fin d'année. C'est sympa, ouais. Oui, puis ça peut s'associer aux autres primes qui ont eu lieu, la prime essence par exemple. Ouais, exactement. Eleonore. Est-ce qu'il y a des trajets plus populaires les uns que les autres? Est-ce que vous avez des grandes tendances à nous donner? Oui, le grand classique. Alors, celui auquel on pense tout de suite, c'est le domicile-travail. Même si intuitivement on pense que c'est une majorité, il ne représente que 40 à 45% de nos déplacements en Martinique. Déplacements qui se chiffrent à, on va dire, 1 million, pour être rond, 1 million de déplacements en Martinique par jour en voiture, sur un trajet moyen qui fait 7 km, donc on est sur du très très court. Donc des grandes tendances, celles qui vont vers les poumons économiques de notre île, pour parler de la Martinique, c'est-à-dire les 3 zones que l'on connaît, avec une espèce d'étoile de mer, les 3 zones qui sont là, et puis ça part sur le Robert, ça part sur le sud, ça part sur Schulcher, enfin, etc. Ok.
J'avais une question à poser. Oui, donc ça tombe bien pendant que tu reprends tes esprits. Désolé. Est-ce qu'on peut quand même, malgré tout, on essaie d'aller dans le direct pour avoir des bonnes réponses. Ouais. Est-ce que ça fait combien de temps que Noula est là? Donc ça fait 3 ans. Alors ça fait 3 ans que l'idée existe et la dernière version, la version la plus aboutie, est sortie il y a 6 mois. Il est sorti il y a 6 mois. Bon. Et est-ce que pendant cette période-là, il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des agressions quelconques ou au moins pour rassurer déjà les... Je cherche du bois. Non, je cherche du bois, bien sûr. On est d'accord. Je touche du bois. Absolument aucune. On a eu vraiment beaucoup d'engagement de bienveillance, pas de soucis, rien à déplorer. Donc ça fonctionne en fait. Ouais, lorsqu'il y a des problèmes de notation éventuellement, qu'il n'y a pas un 5 étoiles ou etc., on va chercher tout de suite l'information pour savoir ce qui est. Et souvent, ça va être lié. Non, la personne est arrivée avec 2 bagages de 25 kilos. J'avais pas prévu dans ma Zoé de mettre 25 kilos. Elle n'avait pas spécifié au moment de prendre le trajet. Peut être des soucis comme ça, mais rien concernant agression ou autre. Non. Et est-ce que vous avez pensé à faire un tarif spécial ou des tarifs spéciaux pour les gens qui ont des voitures hybrides ou électriques? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, vous y pensez? le trajet à 1 centime au kilomètre, pourquoi pas? C'est une bonne idée. On prend toutes les idées et toutes les bonnes suggestions. Je la note. Oui, d'ailleurs, justement, le tarif n'est pas fixé par le conducteur qui demande un tarif spécifique pour son trajet, mais en effet, c'est un tarif au kilomètre. C'est bien ça? Ouais, c'est l'application qui calcule le coût pour le piéton du trajet. Il n'y a pas de transfert monétaire naturellement à l'intérieur du véhicule. C'est fait uniquement par l'application puisqu'on crée un compte, on entre sa carte bancaire qui est débitée donc au moment du trajet lorsque le conducteur a validé le trajet. Donc en fait, le but est plus dans un remboursement du carburant que justement de gagner de l'argent, d'un bénéfice. C'est vraiment, oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que le législateur n'impose pas pour l'instant les revenus liés au covoiturage. Il considère que c'est une participation aux frais de déplacement, amortissement de véhicules, carburant, entretien. Mais est-ce que le covoiturage en tant que tel, avec les parkings où on peut garer les voitures, c'est entre les gens, est-ce que ça existe ici? Il n'y a pas de parking dédié au covoiturage encore en Martinique. Il y a ceux qui sont dédiés à certains réseaux de transport tels que l'on connaît. Mais on n'a pas de parking spécifique pour le covoiturage comme on peut en avoir dans certaines villes en Hexagone. Et vous échangez avec les collectivités à ce sujet? Est-ce qu'on vous a interrogé? Vous voulez vraiment une réponse? En tant qu'acteur, il faut le dire. En tant qu'acteur économique. J'échange, oui, mais l'échange ne va que dans un sens. Non, bien sûr que naturellement qu'on les a sollicités, on leur a demandé. Mais normalement, l'ADEME doit être à fond avec vous. Alors collectivité, je pensais plus aux collectivités exécutives et dans le mouvoir pour mettre en place certaines choses, ne serait-ce qu'à travers leurs salariés, etc. Donc, disons qu'on va dire qu'il y a une certaine inertie. Une petite inertie, mais c'est normal, ça arrive. Alors, vas-y, Yana. En termes d'assurance ou de responsabilité civile, comment ça se passe? Il n'y a absolument rien de plus, en fait. C'est typiquement la responsabilité classique du conducteur qui s'affiche. Je prends quelqu'un dans mon véhicule, il n'y a rien à garantir, rien à souscrire comme garantie complémentaire pour faire du covoiturage. Par contre, ça suppute que vous avez pris des garanties, vous, sur l'assurance du conducteur, sûrement. Le conducteur, de manière générale, est responsable de rouler dans son véhicule avec un permis, avec des points sur son permis. Non, mais il n'y a pas de contrôle. Vous ne faites pas de contrôle sur l'assurance? Non, pour l'instant, la plateforme, la législation ne nous le demande pas, non. Et la question que je voulais vous poser aussi, c'est de savoir s'il y avait des défections, par exemple, si vous constatez que des rendez-vous sont pris mais ne sont pas honorés, par exemple. Ça arrive, ça? Alors, ça peut arriver aujourd'hui, la communauté grandit. Je dis ça parce que je l'ai entendu, c'est pour ça que je vous le dis, parce que je l'ai lu aussi. Donc, Oui, bien sûr. Ce qui peut arriver ce qui est la communauté aujourd'hui, elle grandit. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des piétons aujourd'hui qui ne trouvent pas forcément un conducteur, surtout dans l'instantané, c'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un dans les 10 minutes. La communauté aujourd'hui grandit, mais n'est pas peut-être suffisamment étoffée pour répondre à ce genre de besoins immédiats. Donc oui, après il y a des trajets très spécifiques aussi, à des heures spécifiques, etc., qui peuvent manquer aujourd'hui de match, comme on dit dans l'application, clairement. Mais on débute, quoi. Et l'application donc, est disponible en Martinique, mais également sur d'autres îles. Est-ce que vous voyez, vous, en termes peut-être de statistiques, des différences d'utilisation entre les différentes îles? Oui, on en voit. On est donc présent, effectivement, Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion. Alors avec différentes communications, on est plus présent en Martinique, Guadeloupe pour l'instant et à La Réunion. La Réunion a réagi un peu plus vite que nous concernant la prime, par exemple, où ils ont été extrêmement réceptifs. Donc, en communiquant et espérant, j'espère que les Martiniquais, Guadeloupéens, on va se réveiller. Je voudrais juste ajouter à ce sujet, je suis réunionnaise en fait. À La Réunion, il y a beaucoup de parkings de covoiturage. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la société. Les gens utilisent ce moyen-là entre eux. Il y a des groupes WhatsApp. Les gens communiquent beaucoup sur le covoiturage, notamment pour
aller au travail, même pour aller au cinéma, les gens se réunissent quand même. De toute façon, si on peut donner un point de vue, c'est l'avenir finalement, quelque part. C'est aussi ce qui est préconisé dans le temps. Ce qui se passe dans les mégapoles, excuse-moi Vanessa, ce qui se passe dans les mégapoles, les grandes métropoles, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse n'utilise quasiment plus la voiture personnelle ou utilise la voiture partagée, c'est-à-dire la voiture électrique potentiellement louable à l'heure, à la demi-heure, à la demi-journée potentiellement. Et puis le covoiturage, parce que finalement, ça paraît essentiel à la vie des grandes villes. Oui, c'est l'avenir, ça va dans le sens. N'oublions pas les ZFE qui arrivent, parce que les ZFE qui arrivent, et la Martinique est touchée dès 2024 et 2025, et Fort-de-France ne pourra plus rentrer avec un véhicule diesel sans une vignette particulière. Oui, le covoiturage, ça paraît logique. Bah oui, c'est une conscience environnementale déjà, parce que ça a un impact environnemental fort. Et puis le législateur arrive avec le forfait mobilité entreprise depuis déjà quelques années, qui est l'équivalent d'un ticket restaurant, mais pour le transport, qui n'est pas très utilisé encore. On parle de voies dédiées au covoiturage pendant 5 à 10 ans dans les grandes villes. Ouais. Là aussi, ça va à un moment ou à un autre. C'est l'avenir, ouais, clairement. L'avenir. Après, on va y aller plus ou moins vite selon les régions et selon comment. Exactement. Et puis ça va en faveur aussi du lien social. Absolument, ouais. De se dire qu'à ce moment-là, on partage un moment, on pense à autre chose, parce qu'il y a certaines personnes qui apprécient d'être solitaires dans leur voiture, mais ça permet aussi de faire des rencontres dans la zone géographique. Et puis ça permettra sûrement d'avoir un sens pratique concernant justement la législation, dans le sens où si vous avez un véhicule diesel, vous n'avez pas encore pu faire votre transition énergétique pour des raisons financières par exemple, ou d'autres, à ce moment-là vous pouvez faire du covoiturage. Effectivement, on peut utiliser peut-être nous là et chercher les conducteurs qui peuvent rentrer sur des zones qui seront des zones ZFE, donc des zones contrôlées où vous ne pourrez pas rentrer avec n'importe quel véhicule. Ça peut être une solution dans l'avenir aussi, ce genre de prestations finalement. Ouais, c'est vraiment beaucoup d'intérêt finalement. Mani. En fait, il n'y a que des avantages à passer au covoiturage. Finalement, il n'y a que des avantages si on tient compte de la législation, de ce qu'on doit faire. Vas-y, Éléonore. Oui, quand ça fonctionne, oui, mais il faut que ça fonctionne bien. Et surtout, je crois que les préjugés, parce que vous devez en entendre, des personnes avec qui vous parlez de ce projet, qui peuvent vous dire « Ah oui, c'est une bonne idée, mais je n'y passe pas » de manière pragmatique. Ça peut être l'appréhension de la liberté, du manque de liberté, d'autonomie, des embouteillages, on l'a déjà évoqué, et de ne pas pouvoir partir quand on veut lorsqu'on dépend de quelqu'un pour covoiturer. C'est peut-être ça le bémol. Oui, absolument. D'ailleurs, pour être transparent, la première version ne prenait que du covoiturage instantané. Okay. Et c'est vrai que le frein psychologique, de dire comment je vais rentrer et comment je vais pouvoir retourner éventuellement à mon lieu de départ, d'où le planifié qui est arrivé sur la version 2. Après, oui, effectivement, il faut que ça fonctionne, il y a des comportements à venir, mais bon, il y a un bel engagement pour l'instant et les gens sont enthousiastes. Ok. Et je pense qu'il y a sûrement des... Bon, là, il y a eu une dernière version, mais il y a toujours des évolutions à venir. Pourquoi pas pouvoir... Des fast lifting, comme on fait chez nous. Pourquoi pas pouvoir programmer justement ce trajet domicile-travail quotidien, par exemple, et avoir des covoiturages réguliers sur la semaine, sur le mois, etc. Ça peut être également des options pour... fidéliser un petit peu ce côté piéton-conducteur. Ouais, aujourd'hui on peut le planifier. On peut planifier son covoiturage domicile-travail tous les jours. Et puis oui, après je pense aussi beaucoup aux entreprises et il y a 2-3 prescripteurs, notamment dans l'île, qui à un moment ou à un autre, on a parlé des collectivités, on a parlé éventuellement de grandes... Je pense au CHU. Le CHU par exemple c'est 3000 salariés. Je pense que 80-20 font les mêmes heures de travail. Quand on voit les parkings du CHU, qui essaient de se garer au CHU une fois, c'est compliqué en général. Effectivement. Il y en a, c'est vraiment la dernière question, on va vite. Et le covoiturage en 2 roues? Ça ne va pas avec nous là, en tout cas. Ça marche pas. Pour l'instant, c'est sur 4 roues. Par contre, tu fais péter une super voiture en covoiturage avec des conducteurs qui ont des super voitures sportives et tout. Je suis sûr que ça marche d'entrée hyper rapidement. C'est plus vendeur. Recevait. Je signe. On fait un partenariat quand vous voulez. C'est plus vendeur. C'est plus vendeur. Voilà. Fournissez la Ferrari, je fournis l'application. Oui, voilà, exactement. C'est peut-être à réfléchir finalement quelque part. On recevait grâce à Vanny Lemouliec, Anthony Laorna, fondateur de Noula. On peut l'applaudir bien fort. Merci. On a parlé voiture partagée, covoiturage, donc on était bien dans notre job, Vanny, grâce à toi, encore une fois. De temps en temps, ça m'arrive. Tu auras une prime, une surprime, voilà, ce qui est normal en tout cas. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. Merci encore d'être venu nous voir. À bientôt.
Et vous êtes de retour à l'Arrobase, le restaurant qui se situe au Casino Batelière Plaza. Vous êtes avec les experts automoto de la bande AGM, qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Et oui, merci encore d'être là. Venez un mardi sur 2 dîner à l'Arrobase avec Orlan, la diva du Zouk, Éléonore Théodose, Vanny Lemouliec, Yona Namrit, Jimmy Comer et bien évidemment JM de la bande AGM. Et Andrea Tufano. Et le meilleur pour la fin. Oui, c'est prononcé à l'italienne. Non, mais surtout, merci à toute l'équipe de l'Arrobase qui nous reçoit ce soir et merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique et merci à Joe Magazine, nos précieux partenaires. Et oui, et ce soir, et donc on continue notre super soirée avec Yona Namrit qui reçoit Jérémy Hortensia. Et pour une fois, on change un peu de domaine. On va parler cuisine, on va parler cooking, on va parler cuisine et blagues. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu sur Instagram. Hein. Totalement. Alors effectivement, là, on vient avec une toute autre énergie. Donc bonsoir, chers auditeurs, chers public de l'Arrobase. J'ai envie de vous dire que je suis très surexcitée à l'idée de vous présenter un jeune homme gourmand et gourmet, plein de facéties, de joie et de lumière, qui est sucré et délectable à souhait. Cette déclaration là. On peut pas le faire dans l'émission, c'est interdit. Non, en 2 mots. On va tout savoir là. Exactement. En 2 mots, ce jeune entrepreneur martiniquais a chamboulé son existence, s'est nourri, et c'est le cas de le dire, de ses plus grandes peurs, a pris des risques dans son parcours professionnel et personnel pour le plus grand bonheur de nos papilles. Je vous demande donc d'accueillir Jérémy Hortensia, plus connu sur les réseaux sous le nom de Jérémy's Cooking, qui a le don de marier les techniques culinaires du monde avec nos légumes et épices locales, tout en s'adaptant aux bourses les plus modestes. Et sous les plats, on a envie de goûter là. Ah oui, on a faim là. Ouais. Donc Jérémy, dévoile-nous tout. Comment on fait, et attention, la transition elle est toute trouvée, comment on fait pour passer de programmation de véhicules à la chaleur des fourneaux? Et oui. Magnifique. Alors déjà, merci pour cette présentation. La terre ne me porte plus. Hein. Je suis jaloux là, on est jaloux là. Les mecs, c'est bon là. Profite, c'est à toi. Merci. On peut la refaire encore? Allez, on la redit. Tu l'auras en replay, t'inquiète pas. Sinon, pour répondre à la question, je dirais qu'il faut écouter la petite voix dans sa tête. Tu écoutes bien la petite voix qui te chuchote ce que tu as peur de faire et voilà. Et ça marche. Ça fonctionne toujours. On a peur souvent de se lancer, mais après, une fois qu'on s'est lancé, on se dit « Ah ben en fait, ça va, c'est cool. » Excellent. Non, attendez. Tu nous le racontes avec beaucoup de facilité, mais de toi, nous, est-ce que réellement, c'est aisé? Non, pas du tout. En vrai, non. On veut le vrai, là. Le vrai du vrai, j'ai fait caca sur moi. J'avais peur. Je me suis dit, ouais, mais non, c'est pas une bonne idée. Après, on a beaucoup d'idées limitantes, en vrai, avant de se lancer dans un projet. Et par moment, en fin de compte, il faut se dire, ok, on a peur, c'est normal, parce que c'est nouveau. On sort de notre zone de confort, mais une fois qu'on arrive de l'autre côté de la barrière, ben, ça fait plaisir. On se dit, ben, il fait peut-être plus beau par là, et puis c'est peut-être mieux pour moi. Mais en fait, on a envie de te découvrir. D'où te vient cette passion pour la cuisine, et notamment la cuisine locale? J'avais peur de mourir de faim. Ouais, c'est un bon prétexte. Hein. Sinon, en vrai, je suis passionné de ce qui m'entoure, et j'aime manger, j'aime les choses qui sont bonnes. Et du coup, j'ai commencé à étudier un peu la cuisine dans mes week-ends. Hein. Franchement, c'était pas dans le but de devenir un métier. Et en soi, je regardais un peu comment les autres ils faisaient. Quand je parle des autres, je parle des membres de ma famille, ma grand-mère principalement. Et après, voilà, ça s'est fait tout seul. Ça s'est engrangé. Mais j'ai envie de savoir, tu es plutôt cuisine familiale, fast-food, cuisine moléculaire? Je suis un touche-à-tout. J'aime la cuisine familiale. C'est là où on se retrouve et qu'on partage des moments forts ensemble. En plus, c'est mon langage de l'amour de cuisiner pour les autres. Après, j'aime beaucoup les fast-food aussi, je vais pas me le cacher. Voilà. Sur mes réseaux sociaux, on le voit en plus. Et après, la cuisine moléculaire, oui. Je regarde dans le public parce que voilà, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter sur certains. Ils sont encore là? Oui, ils sont encore là. Hein. C'est toujours là. Bizarre quand même. Hein. Mais donne-nous des exemples des plats typiques que tu réalises. Et je fais un complément à sa question. As-tu un plat signature? Un plat signature? En plus de ce que tu fais en général. En vrai, non, pas encore. Je dirais pour le moment peut-être la brioche. Je sais que je fais de la brioche qui fait pleurer.
Une brioche de Proust. Et j'aime bien, le mec qui te dit ça, il amène pas un échantillon, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est quoi? Alors les invités pour être légitimes, maintenant va falloir nous montrer. J'ai peut-être pas d'échantillon. C'est comme si tu venais dans mon émission et que je te mets pas de micro, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai peut-être pas d'échantillon, mais j'ai quand même laissé la recette sur mes réseaux sociaux. Voilà. Okay. Alors on parle nourriture, mais t'as peut-être pas de plat signature, mais tu fais pas que de la nourriture, il y a des cocktails aussi. Ah oui. Un cocktail signature, t'en as un? Effectivement. C'est lequel? Elle m'a démasqué. Sex on the beach, non? Non, en vrai, j'ai le slushy pina colada. C'est une pina colada qui est vraiment très aérienne et très bonne. Franchement, je sais pas comment la décrire, il faut la boire en vrai. Très personnel peut-être aussi, non? Pina colada, parce que ça paraît classique, mais c'est peut-être personnel. T'as quoi? T'amènes une touche particulière? Non, après sinon, en vrai, un vrai plat signature, je dirais que oui, effectivement, j'ai la brioche. Après, là maintenant, mon nouveau plat signature, c'est les dombrés ultimes. Alors là, franchement, même moi, quand je les mange, je tombe l'épouse. Non, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette recette de dombrés alors? Alors en vrai, ce que j'aime pas avec les dombrés, c'est les écrevisses à décortiquer à chaque fois. J'aime quand je mange, j'aime pas me salir les mains. Je suis un peu princesse sur les bords. Mais là, je me suis dit comment on peut faire. Et du coup, j'ai décortiqué mes crevettes, j'ai récupéré les têtes où il y a le plus de goût. J'ai réalisé un jus de cuisson avec. J'ai tout filtré avant de le mixer. Et après, j'ai fait cuire mes dombrés dedans. Du coup, on a quelque chose qui est très goûtu. Et bien sûr, mes boulettes de dombrés, elles sont aromatisées aussi avec du persil, de l'ail et un mélange d'épices rouges. Wow. Et du coup, un peu de piment végétarien déshydraté dedans. Et après, on lance. Et là, en fin de compte... Tu nous invites dans ta cuisine, là, parce que là... Ouais. À la bouche. J'allais dire, j'ai dit dans cette émission, n'invitez pas des gens qui cuisinent. Ça donne pas envie, quoi. C'est bon. J'allais dire, j'ai été cobaye pour les essais de la fameuse pina colada. Ah oui, c'est sûr. Mais pour le coup, le dombré, j'aurais bien aimé aussi. Hein, ah ouais, c'est clair. Là, tout à l'heure, on avait un artiste et je lui ai posé la question sur la manière dont il concevait ses morceaux. Toi, ta cuisine, elle te vient comment? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que tu vas interpréter, réinterpréter, ou ça devient comme un flash soudain, une envie de ton ventre qui va monter dans tes mains et ensuite tu réalises? On n'en est pas loin pour la dernière. Sinon, je dirais, ça va faire un peu pique-me ce que je vais dire, mais j'écoute mon environnement et la nature. Selon ce que les saisons vont m'apporter, du coup, je vais cuisiner avec. Et sur mes réseaux sociaux, ça se voit un peu parce que j'ai sorti plein de recettes. J'ai saoulé la terre entière avec les abricots pays. Mais j'avais que ça dans mon jardin. Donc du coup, je fonctionne beaucoup en fait avec mes souvenirs d'enfance aussi, ce que j'appréciais quand j'étais plus jeune. Et j'essaye de les marier avec les nouvelles textures que j'ai. On parle justement de souvenirs d'enfance. Tu sais, je parlais en préambule de peur et l'utilisation de ce mot n'était pas du tout anodine. Les derniers faits d'actualité font référence au harcèlement scolaire. On l'a vu notamment avec Pin Pyromane. Et je crois en quelque part que l'homme, l'entrepreneur que tu es devenu, tire sa force également de sa résilience face à ce fléau. Accepterais-tu de nous en dire un peu plus sur cette période noire que tu as pu connaître également? Allons-y. Oui, effectivement, en fait, quand j'étais plus jeune, ça a commencé depuis la maternelle, en vrai. J'ai été sujet à beaucoup d'harcèlement. Au début, en fin de compte, j'étais pas conscient de cela. Je pense que j'ai pris réellement conscience que je me faisais harceler quand j'étais au lycée. Il en a fallu beaucoup de temps. Si bien même que j'ai pas prononcé un mot à l'école primaire, pas avant mes 6 ans. Ah ouais. Je parlais à la maison sans problème, franchement, j'étais une véritable pipelette. Mais c'était pas des slabs du coup? Non, franchement, après j'étais très réservé, très timide. Et tu t'es bien rattrapé avec les réseaux sociaux. Exactement. C'est souvent les enfants harcelés qui sont timides et réservés. Non, mais ça souvent, fait plaisir de pouvoir comme ça grandir et puis finalement faire fi des choses qui ne te font pas avancer. Après, oui, et c'est ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui, c'est d'utiliser en fin de compte ces expériences qui ne sont pas forcément agréables en énergie pour devenir plus fort.
Par moments, c'est... Après, je vais pas faire genre, voilà, c'est beau, regardez comment je suis devenu, voilà, je parle tout le temps. Mais c'est pas vrai. Il y a des moments, en fin de compte, oui, je me sens un peu fatigué parce que ce sont des blessures du passé. Et ouais, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et ce qui est important, et j'ai voulu le souligner parce qu'en off, tu me disais que c'était aussi par ta cuisine de la transmission d'amour. Et en fait, c'est se dire que comme le lotus, on peut très bien avoir des racines qui sont un peu ombrageuses, mais aller vers la lumière. Et tu nous donnes aussi cette lumière-là par ta cuisine. Donc, merci beaucoup. Merci. Et on attend de goûter. Et je me rends compte qu'il y a un off dans cette émission. Hein, je suis pas très d'accord avec ça. Il y a un off. Non, c'est pas normal. En parlant de off, Yona m'a dit tout à l'heure, oui, mais ces réseaux sont bien tenus, etc. En fait, ça paraît facile, et quand on l'entend parler, la cuisine, et les réseaux, quand on le regarde, en fait, nous, on regarde ça, une vidéo de quelques secondes, quelques minutes, avec beaucoup de facilité. Mais pour toi, Jérémy, derrière, parce qu'il faut le dire, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, c'est l'Armageddon et le jour du jugement en même temps. Mais oui, logiquement, ça paraît très logique. Est-ce que tu fais goûter un petit peu tes plats à ton entourage ? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Pour ça, il faut payer 7 000 €. Non, je rigole. J'ai trouvé un deuxième JM. Non, mais tu organises par contre des événements dans lesquels on peut justement retrouver ta cuisine. Me retrouver. Souvent, en fin de compte, là en ce moment surtout, jusqu'à la fin du mois de décembre, j'ai prévu de faire plusieurs opérations où je permettrai à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux justement de venir et de goûter à cette cuisine. Tu peux inviter aussi les Attends, moi j'adhère, là, j'ai pas encore... On note. Moi, je prends le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et du coup, moi, le samedi et le dimanche. Ouais, d'accord, allez, ça marche. Bon. Faudrait que je vois avec Ingrid si elle a pas sur le planning. Si elle est d'accord. Alors moi, j'ai envie de dire, oui. Tout ça passe ça, comme on dit chez nous. Mais si je veux faire péter ma panse comme un facochère assumé, on se connaît, team facochère, et je sais que je ne suis pas la seule autour de cette table. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tes réseaux pour qu'on puisse te suivre et puis pouvoir se délecter à un certain moment, parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche. Là. Voilà. Bon. J'allais dire la puce à l'oreille. Non. Et pour bien comprendre, quel service tu proposes aux personnes privées comme nous ? Est-ce que tu as des box ? Comment ça se passe ? J'ai pas très bien saisi. Message subliminal peut-être à la roue. Vous le laissez un peu parler là, hein ? Alors, il va nous répondre. Pour les particuliers, je vous envoie de l'amour et des recettes. Pour le moment, c'est ça. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, j'ai des événements avec des restaurateurs et tout, où en fin de compte, je laisse des recettes signatures dans certains restaurants. Par exemple, avec le Casual, on a réalisé un brunch avec que des recettes signées Jérémy's Cooking, où ça m'a permis, en fin de compte, d'accueillir 32 personnes, il me semble. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et là, actuellement, je continue à travailler en collaboration avec d'autres restaurateurs pour les particuliers. Eh bien, vous étiez avec Jérémy Hortensia de Jérémy's Cooking sur Instagram, donc facile à trouver finalement, quelque part. Ouais. Hein. Cooking avec 2 O, ça c'est pour Léonore, d'accord ? Oui. Non, mais je plaisante. Alors attends, je suis pas sûre d'avoir compris la blague qui me fait. J'ai dit cooking avec 2 O pour Léonore. Tu qu'il y en ait qu'un, voyons. Il y avait un jeu de mots derrière. Oui, merci, j'ai compris, mais pourquoi moi ? Vas-y, continue. Parce que t'es à côté de moi. Allez, vous étiez ce soir à l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza avec les experts automoto de la bande AJM. Mesdames et messieurs, dorénavant, vous le savez, tous les 15 jours, vous pouvez le mardi soir à l'Arrobase dîner avec Orlan, la diva du zouk. L'applaudit bien fort. Éléonore Théodos qui râle à côté de moi. Andrea Tufano, Vanille Lemouliec, Namrit, Jimmy Tomer, Eric Rouget et JM de la bande AJM. On peut s'applaudir encore, hein, c'est possible. Hein. Cette émission est produite par gtmag.fr. Elle est diffusée tous les vendredis soirs à 19h sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur gtmag.fr, justement. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique et à Joe Magazine. Enfin, merci à toute l'équipe de l'Arrobase de proposer ce dîner-spectacle tous les 15 jours avec la bande AJM. Merci à Pline Pyroman, que je vous demande d'applaudir encore bien fort. Il nous a fait une super prestation.